Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la théorie de la dominance, donc c'est parti. Mon chien est dominant, mon chien veut être chef de meute ou encore mon chien descend du loup. Et si je vous disais que toutes ces affirmations sont fausses, et nous allons voir dans cette vidéo pourquoi. Avant toute chose, il faut comprendre que penser qu'un chien peut vous dominer, vit selon un modèle hiérarchique, etc. peut entraîner la pratique de techniques éducatives dangereuses, pouvant même dans certains cas amener des cas d'agressivité. Donc il est vraiment temps de mettre à mal cette théorie. Mais il est vrai que ça peut être compliqué quand on sait que plusieurs éducateurs canins, voire même vétérinaires, prônent encore cette théorie. Et donc il peut être difficile d'avoir des contre-arguments pour finalement avoir un discours au plus juste. Et c'est pourquoi j'ai décidé dans cette vidéo de vous proposer 3 arguments à l'encontre de la théorie de la dominance. Argument numéro 1, que disent les études scientifiques? Alors pour comprendre ce point, on va revenir un peu dans le passé. Et en fait, les premières observations qui ont été faites initialement chez les loups ont été faites par plusieurs scientifiques, dont un qui s'appelle le docteur David Mech. Et ce monsieur, quand il a étudié les loups, a étudié des loups en captivité. Et il est vrai que de ces observations, il en a tiré la conclusion que les loups vivaient selon un modèle hiérarchique strict. De là, il a extrapolé cette compréhension au chien et c'est un petit peu pour ça qu'on a commencé à parler du chien dominant, du chien alpha, en se basant sur des études réalisées sur des loups en captivité. Mais ce même monsieur, quelques années plus tard, a réalisé son erreur et a réalisé que ses observations n'étaient pas correctes. Tout simplement car les observations qu'il a faites étaient faites sur des loups, comme je vous l'ai dit, en captivité. Donc ce n'était pas du tout la même chose quand on s'est mis à observer des loups à l'état naturel. Et il est vrai aussi que dans ces observations, on a remarqué que l'organisation chez les loups n'était finalement pas une hiérarchie, mais une organisation familiale. Et il y a bien une différence sur ces 2 points. Et aussi que cette organisation était mise en place principalement pour la survie du groupe et donc pour la chasse. Or, le chien ne chasse plus. Et puis par la suite, il y a un autre argument qui vient s'ajouter, qui est de dire qu'on a compris aujourd'hui que le chien ne descend pas directement du loup, mais qu'ils avaient plutôt un ancêtre commun. Donc de tous ces éléments-là, on a pu en conclure que finalement, dire du chien qu'il descend du loup est déjà faux, dire du loup qu'il vit selon un modèle hiérarchique strict et donc que le chien ce serait pareil, eh bien c'est faux aussi. Et donc on ne peut aujourd'hui plus du tout affirmer que ces observations, ces études scientifiques sont aujourd'hui à jour et le même auteur de ces études, David Mech, aujourd'hui les réfute. Je vous mets d'ailleurs un lien en barre d'infos si vous voulez voir une de ses interviews où il explique cela très bien. Ça dure 2 minutes, c'est très accessible et j'invite toutes les personnes à la regarder et même à la partager. L'argument numéro 2, il est un peu plus subtil. Il parle du fait que quand on a tendance à observer une situation, eh bien même inconsciemment, on met forcément de nous dans l'analyse. C'est ce qu'on appelle une interprétation des comportements. On va souvent, quand on observe un comportement, mettre une étiquette, c'est-à-dire qu'on va interpréter ce qu'on est en train de voir. Et ça, c'est un vrai problème et il faut vraiment éviter absolument de faire ça et faire plutôt l'inverse, c'est-à-dire opérationnaliser le comportement, c'est-à-dire juste décrire ce qu'on voit. Je vais vous donner un exemple concret. Quand un chien nous saute dessus, on peut avoir tendance à penser qu'il nous saute dessus parce qu'il veut nous dominer, parce qu'on aurait vu ça, on aurait appris ça, etc. Et c'est vrai qu'on va pouvoir observer que du coup en soumettant le chien, c'est-à-dire je sais pas, en le punissant ou en le mettant en position de soumission, le comportement de sauter va diminuer. Donc de cette analyse, on pourrait se dire finalement mon analyse est bonne vu que le comportement qui me gêne, je l'explique, je le corrige et il s'arrête. En réalité, là vous êtes clairement en train de mettre une étiquette sur des comportements, vous êtes en train d'interpréter ces comportements par rapport à vous et c'est faux. Et là c'est vraiment un point essentiel, c'est-à-dire qu'on est notre pire ennemi dans l'analyse d'un comportement et il faut absolument mettre de la distance entre nos biais à nous, qui sont nos biais personnels qu'on a forcément, et le comportement qui lui devrait rester objectif. Donc dans le même exemple, eh bien ce qu'il faudrait juste observer, c'est qu'on a un chien qui vous saute dessus. Déjà, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passe après. Et si on voulait résoudre le comportement du saut, eh bien ce serait en analysant l'ensemble de la situation, c'est-à-dire les antécédents, ce qui s'est passé avant, et la conséquence du comportement. C'est-à-dire, est-ce que le fait de sauter devient un comportement agréable pour le chien ou désagréable. Et en effet, quand vous le mettez en position de soumission, c'est désagréable. Vous êtes en train de mettre en place ce qu'on appelle une punition positive. Ça veut dire que le comportement, vous allez y ajouter une conséquence désagréable, ce qui aura pour effet la diminution du comportement en question. Donc, il faut absolument vous rappeler que ce n'est pas parce qu'un protocole marche qu'il est bon et qu'il est juste. Le résultat est bien sûr une donnée importante, mais ce n'est pas la seule donnée à prendre en compte. Autrement dit,
l'analyse que vous faites du comportement, est-ce que vous opérationnalisez ou est-ce que vous interprétez, déjà là, on est sur quelque chose d'essentiel. Et quand malgré tout, vous interprétez le comportement, vous devez avoir conscience que ce n'est finalement qu'une interprétation qui va donc dépendre des données que vous avez acquises via vos formations, etc. Donc, vous voyez, c'est bien plus subtil que juste ça existe ou ça n'existe pas. C'est qu'on parle vraiment de la compréhension personnelle de l'humain vis-à-vis du chien. Et là, ça nécessite de la formation, de la connaissance pour être vraiment efficace. Dernier argument, il est de savoir si je peux prouver tout ce que je vous dis là. En fait, quand on met en place une théorie, notamment une théorie scientifique, on va valider cette théorie par des preuves qui sont, dans notre cas, finalement quelque chose qui est du domaine de l'interprétation, comme on l'a vu. Et une théorie scientifique, par définition, est valable et validée jusqu'à ce qu'une autre théorie la remplace. Et là, il faut vraiment comprendre que à aucun moment, on peut partir du principe qu'on est arrivé au bout du sujet. Et encore moins quand on parle d'êtres vivants, comme là en l'occurrence il s'agit des chiens, parce que tout dépend de notre propre perception, de nos propres connaissances. Et donc, on ne peut vraiment pas dire qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout de la recherche sur l'étude du comportement animal, notamment l'étude du comportement canin. Ce qui fait qu'on a des anciennes théories qui ont été, pour certaines validées, pour d'autres réfutées, via d'autres analyses, et c'est le sujet de cette vidéo. Mais aujourd'hui, on ne peut clairement pas dire qu'on est arrivé au bout. Donc, ce que je vous dis là, c'est à jour par rapport aux données qu'on a pu observer actuellement. Mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas à l'abri que demain, une théorie nouvelle vienne et finalement corrobore plus l'étude scientifique qu'on fait sur le comportement et l'éducation de nos chiens. Donc il est vraiment important quand on étudie le comportement canin ou quand on est éducateur canin de ne jamais rester assis sur ses acquis justement et de savoir se remettre en question, de savoir évoluer aussi avec les études, avec les recherches, avec tout ce que le monde peut offrir sur l'étude et l'analyse du comportement canin et de savoir mettre en place des transitions quand c'est nécessaire parce que on va tout simplement être face à de nouvelles recherches, à de nouvelles découvertes quotidiennement. Voilà, c'était un petit peu le point final. Donc non, je ne peux pas prouver scientifiquement par A plus B que ce que je dis est absolument vrai, mais dans la réalité, on est sur une analyse qui est la plus à jour possible de ce qui se fait dans l'étude du comportement canin. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez créer le débat en commentaire, n'hésitez pas, je lirai vos réponses avec attention. Je vous mets donc plusieurs liens en barre d'infos, notamment la vidéo de David Meck, mais aussi d'autres vidéos, et notamment une que j'ai réalisée avec un docteur vétérinaire comportementaliste sur ce sujet. Et pour le reste, si cette vidéo vous a plu, et bien sûr, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et à vous abonner en activant la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Salut!